9 règles stoïques pour 2026. Si ces mots te dérangent, ce n'est pas par hasard. Ils viennent toucher un point sensible que beaucoup préfèrent éviter. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils vivent fatigués de lutter contre des choses qu'ils ne contrôlent pas. Fatigués d'espérer que l'avenir soit plus clément, que les émotions se calment d'elles-mêmes, que la vie finisse par être plus juste. Cette fatigue n'est pas physique, elle est mentale. Elle vient d'une confusion intérieure, d'un regard tourné vers l'extérieur à la recherche de stabilité, alors que tout ce qui vacille réellement est à l'intérieur. 2026 approche, et avec elle, la même illusion que chaque année porte. Celle que le temps, à lui seul, va réparer ce qui n'a jamais été compris. Beaucoup entrent dans l'avenir avec des attentes floues, des peurs silencieuses, une tension constante face à ce qu'ils ne peuvent prévoir. Ils appellent cela de l'anxiété, du stress, de la pression. En réalité, c'est autre chose. C'est une perte d'autorité intérieure. Quand les émotions dictent les décisions, quand l'humeur décide de la discipline, quand la peur commande le jugement, ce n'est pas la vie qui est dure, c'est la pensée qui est indisciplinée. Ce que les stoïciens ont compris depuis longtemps, et que beaucoup ignorent encore aujourd'hui, c'est que la faiblesse n'est pas un manque de force, mais une manière erronée de dialoguer avec la réalité. Résister mentalement à ce qui est déjà là. Se battre intérieurement contre les faits. Espérer que le monde s'adapte à nos attentes, au lieu d'ajuster notre regard à ce qui dépend réellement de nous. Cette lutte invisible épuise. Elle rend irritable, instable, inquiet face à l'avenir. Et plus on la nourrit, plus on s'éloigne de toute forme de paix lucide. Ici, il ne sera pas question de promesses creuses, ni de motivation passagère. Il ne s'agit pas de devenir extraordinaire, ni de transformer ta vie par un simple élan émotionnel. Ce qui commence maintenant est plus sobre, plus exigeant, mais aussi plus solide. Un recentrage, une rééducation du jugement, une manière différente d'habiter les événements sans être emporté par eux. Les règles que tu vas entendre ne cherchent pas à te rassurer, mais à te rendre stable. Pas à flatter, mais à redresser. Si quelque chose en toi sent que ces mots te concernent, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es prêt à voir plus clair. Et cette clarté, une fois installée, ne dépendra ni des circonstances, ni de l'année qui commence, mais de la manière dont tu choisis, dès maintenant, de penser, de juger et d'agir. Arrêtez de négocier avec la réalité. La plupart des gens ne sont pas épuisés parce qu'ils en font trop, mais parce qu'ils passent leurs journées à discuter mentalement avec ce qui ne changera pas. Ils argumentent intérieurement contre un fait déjà établi. Ils rejouent une scène passée. Ils refusent une contrainte présente. Ils exigent que la vie soit différente avant même de décider comment y répondre. Cette négociation silencieuse est l'une des plus grandes sources de fatigue émotionnelle. Non parce que la réalité est cruelle, mais parce que l'esprit insiste à lui résister. Négocier avec la réalité, c'est croire que l'on peut se sentir mieux avant d'accepter ce qui est. Les stoïciens ont compris l'inverse. La clarté vient après l'acceptation, jamais avant. Tant que tu luttes intérieurement contre les faits, tu dépenses ton énergie à l'endroit même où elle est inutile. Tu te bats contre le terrain au lieu d'apprendre à marcher dessus. Et chaque pas devient plus lourd que nécessaire. Accepter n'est pas se soumettre. Accepter, c'est cesser de gaspiller ta force mentale dans un combat perdu d'avance. Ce n'est pas dire oui à tout, mais reconnaître ce qui est déjà là, afin de décider lucidement de ce qui dépend encore de toi. La réalité n'a pas besoin de ton accord pour exister. Mais ton esprit, lui, a besoin de clarté pour agir avec justesse. Refuser ce qui est n'a jamais produit que frustration, colère et confusion. Beaucoup confondent acceptation et passivité parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ce que produit une pensée alignée avec les faits. Quand tu cesses de résister mentalement, quelque chose se réorganise. L'émotion se calme non parce que tu l'as combattue, mais parce que tu as cessé de nourrir le conflit intérieur. La raison reprend sa place, non comme une force froide, mais comme une direction stable. Le destin, dans la vision stoïcienne, n'est pas un ennemi à vaincre. C'est le terrain sur lequel ton caractère se révèle. Tu ne choisis pas toujours les circonstances, mais tu choisis toujours la posture intérieure avec laquelle tu les rencontres. Tant que tu négocies avec la réalité, tu restes prisonnier de ce qu'elle t'impose. Le jour où tu cesses de discuter avec les faits, tu récupères ton autorité intérieure. Cette règle n'est pas confortable,
elle est libératrice. Elle marque le moment où tu arrêtes d'attendre que la vie devienne plus simple et où tu décides de devenir plus clair. Et cette clarté prépare déjà la prochaine étape, car une fois la réalité acceptée, une autre bataille apparaît, plus subtile, plus intime, celle du langage que tu utilises à l'intérieur de ton propre esprit. Maîtrise ton langage intérieur avant de chercher à maîtriser ta vie. La plupart des gens pensent perdre le contrôle à cause des événements. En réalité, ils le perdent bien avant, dans la manière dont ils se parlent à eux-mêmes. Les mots répétés intérieurement façonnent la perception, et la perception déclenche l'émotion. Celui qui se dit sans cesse que tout est trop lourd, trop injuste ou trop incertain prépare son propre déséquilibre avant même que la situation n'exige une réponse. Ce n'est pas la vie qui frappe en premier, c'est le discours intérieur qui fragilise. Les stoïciens n'ont jamais enseigné à embellir la réalité. Ils ont enseigné à la nommer correctement. Une pensée imprécise crée une émotion excessive. Une interprétation dramatique transforme un obstacle ordinaire en crise intérieure. Chaque fois que tu emploies des mots absolus, des jugements définitifs, des condamnations émotionnelles, tu abandonnes le commandement de ton esprit. Tu n'es plus en train de penser, tu es en train de réagir à ton propre langage. Maîtriser son langage intérieur, ce n'est pas se mentir, ni se rassurer artificiellement. C'est choisir des mots qui respectent les faits sans leur ajouter du poison. Dire « c'est difficile » n'est pas dire « c'est insupportable ». Dire « je ne contrôle pas cela » n'est pas dire « je suis impuissant ». La différence est invisible pour beaucoup, mais elle est décisive. L'émotion suit toujours la formulation que tu acceptes comme vraie. Chaque journée est traversée par des dizaines de phrases silencieuses. Certaines te stabilisent, d'autres t'affaiblissent. Tant que tu ne surveilles pas ce dialogue intérieur, aucune discipline extérieure ne tiendra. Tu peux organiser ta vie, planifier ton avenir, chercher à t'améliorer, mais si ton esprit se parle comme un ennemi, tu porteras en toi une source permanente de tension. Celui qui apprend à discipliner son langage intérieur découvre une liberté rare. Les émotions cessent d'être des ordres, elles deviennent des signaux. La raison reprend la direction, non par force, mais par cohérence. Et lorsque les mots se calment, une autre illusion commence à tomber, celle qui fait croire que la paix doit être recherchée à tout prix, alors qu'elle n'est qu'une conséquence d'une autorité intérieure bien établie. Ne cherche pas le calme, cherche l'autorité sur toi-même. Beaucoup disent vouloir la paix intérieure, mais ce qu'ils recherchent en réalité, c'est l'absence de tension. Ils veulent que rien ne les dérange, que les émotions se taisent, que la vie cesse de provoquer. Cette quête du calme devient paradoxalement une source supplémentaire d'anxiété, car plus on exige de se sentir bien, plus on redoute tout ce qui pourrait troubler cet état fragile. Le stoïcien ne poursuit pas le calme comme un objectif. Il comprend que le calme est un effet secondaire, jamais un point de départ. Lorsque tu cherches le calme avant d'avoir établi une autorité intérieure, tu te rends dépendant des circonstances. Il suffit d'un imprévu, d'une parole mal interprétée, d'un retard ou d'une contrariété pour que tout s'effondre. Le problème n'est pas l'événement. Le problème est l'absence de commandement intérieur. Là où il n'y a pas d'autorité, l'émotion prend le pouvoir. Et une émotion qui commande n'a ni patience, ni mesure, ni vision à long terme. L'autorité sur soi ne consiste pas à étouffer ce que l'on ressent. Elle consiste à ne pas obéir automatiquement à ce que l'on ressent. La colère peut apparaître sans devenir une décision. La peur peut se manifester sans devenir une direction. La tristesse peut être reconnue sans devenir une identité. Ce déplacement est subtil, mais décisif. Tu ne te définis plus par tes états intérieurs. Tu les observes, tu les comprends, et tu choisis comment agir malgré eux. Chercher le calme, c'est vouloir que la mer soit toujours lisse. Chercher l'autorité, c'est apprendre à tenir le gouvernail même quand les vagues montent. Les stoïciens savaient que la vie ne promet aucune tranquillité durable. Ce qu'elle offre, en revanche, c'est l'occasion constante de fortifier le jugement. Plus ton jugement est ferme, moins tu dépends du calme extérieur. Et moins tu en dépends, plus tu deviens stable. Cette autorité se construit dans les détails quotidiens, dans la manière de répondre plutôt que de réagir, dans la capacité à différer une impulsion, dans le refus de transformer une sensation passagère en vérité absolue. Chaque fois que tu choisis la raison là où l'émotion exige une réponse immédiate,
Tu renforces une structure intérieure qui ne s'effondre pas sous la pression. Il arrive alors quelque chose d'inattendu. Le calme apparaît, non comme une récompense recherchée, mais comme une conséquence naturelle. Un calme plus sobre, moins euphorique, mais infiniment plus fiable. Un calme qui ne dépend ni des résultats, ni de l'approbation, ni des circonstances idéales. Ce calme-là ne disparaît pas au premier choc, car il repose sur une autorité intérieure déjà établie. Et lorsque cette autorité commence à s'installer, une autre peur se révèle, plus discrète mais persistante, celle de l'avenir, de l'incertitude, de ce qui n'est pas encore arrivé. C'est précisément là que l'entraînement stoïcien se déplace, non pour fuir l'inconnu, mais pour l'utiliser comme un terrain de formation du caractère. Traite l'incertitude comme un entraînement, pas comme une menace. L'incertitude effraie parce qu'elle révèle une vérité que beaucoup refusent d'admettre. L'avenir n'a jamais été sous contrôle. Ce qui change avec les années, ce n'est pas la réalité, mais le degré de conscience que l'on en a. À l'approche de 2026, beaucoup ressentent une tension diffuse, une inquiétude sans objet précis. Ils appellent cela de l'angoisse, mais ce n'est pas l'avenir qui oppresse, c'est un jugement mal entraîné face à ce qui n'est pas encore arrivé. L'esprit non discipliné interprète l'incertitude comme un danger. Il imagine des scénarios, anticipe des pertes, dramatise ce qui n'existe pas encore. Il transforme le possible en menace et vit dans un futur fictif où tout semble fragile. Le stoïcien, lui, voit autre chose. Il comprend que l'incertitude n'est pas un signal d'alarme, mais un terrain d'exercice, un espace où le caractère peut se renforcer, où le jugement peut apprendre à rester droit sans appui. Ce qui rend l'incertitude douloureuse, ce n'est pas l'absence de garantie, mais l'attente secrète qu'elle devrait exister. Tant que tu crois que la vie te doit de la sécurité, chaque zone floue devient une source de peur. Lorsque tu acceptes que l'imprévisible fait partie de l'ordre naturel des choses, ton rapport à l'avenir change. Tu ne cherches plus à tout prévoir. Tu te prépares à répondre avec justesse, quelle que soit la situation. Les stoïciens ne demandaient pas à la vie d'être clémente. Ils se demandaient s'ils étaient prêts. Prêts à perdre sans se briser. Prêts à échouer sans se mépriser. Prêts à réussir sans devenir arrogants. L'incertitude devient alors un révélateur. Elle montre ce qui, en toi, dépend encore des circonstances pour tenir debout, et ce qu'elle révèle peut être travaillé. Chaque moment d'inquiétude face à l'avenir est une invitation à examiner ton jugement. Qu'est-ce qui exactement te fait peur? Est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce une probabilité ou une projection émotionnelle? En posant ces questions, tu ne fais pas disparaître l'inconnu, mais tu empêches qu'il gouverne ton esprit. Tu transformes une tension vague en un exercice de lucidité. Traiter l'incertitude comme un entraînement, c'est refuser de vivre en état d'alerte permanent. C'est accepter de ne pas savoir, tout en sachant une chose essentielle. Ta capacité à penser clairement ne dépend pas de l'avenir. Elle dépend de ta discipline intérieure. Plus tu renforces cette discipline, moins l'incertitude te désorganise. Elle cesse d'être un poids et devient un cadre dans lequel ta raison s'exerce. Ce regard change profondément la manière d'aborder le temps qui vient. Tu n'attends plus que l'année soit favorable. Tu t'assures d'être stable. Tu ne demandes plus à l'avenir d'être prévisible. Tu t'entraînes à rester droit face à ce qui advient. Et dans cette posture, une nouvelle clarté apparaît. Beaucoup de ton énergie est encore gaspillée sur des choses qui ne t'obéiront jamais et qu'il est temps de laisser à leur place. Retire ton énergie de ce qui ne t'obéit pas. Une grande partie de l'épuisement moderne ne vient pas de l'effort, mais d'un mauvais placement de l'attention. Les gens se sentent vidés parce qu'ils investissent leur énergie mentale dans des domaines où aucune influence réelle n'est possible. Ils s'inquiètent des opinions, des réactions, des résultats futurs, des décisions d'autrui. Ils surveillent ce qui échappe à leur autorité et négligent ce qui dépend d'eux. Cette dispersion constante crée une fatigue profonde, car l'esprit travaille sans jamais produire de stabilité. Le stoïcisme n'enseigne pas à se couper du monde, mais à remettre chaque chose à sa place. Il existe une frontière claire entre ce qui peut obéir à ta volonté et ce qui ne le fera jamais. Tant que cette frontière reste floue, l'esprit s'agite. Il tente de contrôler l'incontrôlable et abandonne par la même occasion la maîtrise de ses propres jugements. L'erreur n'est pas morale, elle est stratégique.
Tu dépenses ta force là où elle ne porte aucun fruit. Retirer son énergie ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie cesser d'exiger une réponse de ce qui n'en donnera pas. Les opinions des autres, le cours des événements, le passé, l'avenir, les circonstances extérieures ne répondent pas à tes ordres. Insister, c'est s'user. Les stoïciens l'avaient compris avec une précision presque chirurgicale. Ils n'élargissaient pas leur zone de contrôle, ils la clarifiaient. Et cette clarté produisait une liberté immédiate. Observe une journée ordinaire. Combien de pensées sont consacrées à ce qui pourrait mal se passer, à ce que quelqu'un devrait comprendre, à ce qui aurait dû être différent. Chaque fois que ton esprit s'attarde là-dessus, il abandonne le seul territoire où une action juste est possible. Ton jugement, ton intention, ta manière de répondre. Cette fuite constante vers l'extérieur donne l'illusion d'être impliqué, alors qu'elle est une forme raffinée de désengagement intérieur. Lorsque tu retires ton énergie de ce qui ne t'obéit pas, quelque chose se réorganise. L'attention revient à l'essentiel. Tu commences à sentir une fermeté nouvelle, non parce que le monde a changé, mais parce que ton esprit cesse de se disperser. Tu n'es plus en train de réagir à 1000 stimulations. Tu choisis où placer ta force, et ce choix transforme la qualité de chaque décision. Ce déplacement demande du courage. Il est plus facile de se plaindre que de se discipliner, plus confortable de commenter que d'agir, plus tentant d'accuser les circonstances que d'examiner son propre jugement. Mais chaque fois que tu refuses de nourrir une inquiétude inutile, chaque fois que tu laisses une opinion extérieure à sa place, tu renforces une souveraineté intérieure que rien ne peut enlever. Peu à peu, la fatigue émotionnelle diminue, non parce que la vie devient plus douce, mais parce que tu cesses de porter ce qui n'a jamais été à toi. Tu comprends que contrôler moins ne signifie pas perdre, mais se recentrer. Et dans ce recentrage, une autre compétence devient indispensable, plus exigeante encore. Celle de ne plus réagir dans l'instant, de ne plus laisser la vitesse décider à ta place, mais d'introduire volontairement le temps là où l'émotion exige une réponse immédiate. Remplace la réaction émotionnelle par le délai délibéré. La plupart des erreurs décisives ne viennent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un excès de vitesse intérieure. L'émotion surgit, exige une réponse immédiate, et l'esprit obéit sans examen. Une parole est dite trop vite. Une décision est prise sous tension. Une action irréversible naît d'un instant mal maîtrisé. Puis vient le regret, accompagné de cette phrase familière « J'aurais dû attendre ». Les stoïciens n'ignoraient pas cette mécanique. Ils l'avaient identifiée comme l'un des points faibles majeurs de l'âme humaine. Le délai n'est pas une fuite, il est une arme. Introduire volontairement du temps entre une impulsion et une action, c'est reprendre le commandement. Là où l'émotion cherche la rapidité, la raison exige un espace. Ce court intervalle, parfois invisible de l'extérieur, suffit à transformer une réaction en choix. Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion, mais de refuser qu'elle gouverne le moment décisif. La colère, par exemple, ne devient destructrice que lorsqu'elle est exécutée. La peur ne paralyse que lorsqu'elle dicte la conduite. Le délai crée une distance saine. Il permet de voir l'émotion pour ce qu'elle est, un signal, non un ordre. Tant que tu réagis immédiatement, tu confonds intensité et vérité. Tu crois que ce qui est fort doit être suivi. Le stoïcien apprend l'inverse. Ce qui est fort doit être observé, puis interrogé. Ce principe s'applique dans les situations les plus ordinaires. Un message qui provoque, une remarque qui touche l'ego, une contrariété qui déclenche l'irritation. À chaque fois, l'instinct réclame une réponse rapide, souvent définitive. Le délai déplace la question. Au lieu de demander que vais-je répondre, tu demandes quelle réponse respecte ma dignité et mon jugement. Cette simple reformulation change tout. Elle réintroduit la responsabilité là où l'émotion voulait l'abolir. Le temps rend visible ce que la précipitation dissimule. Il révèle les exagérations, les interprétations hâtives, les scénarios inutiles. Ce qui semblait urgent perd de son poids. Ce qui semblait insupportable devient gérable. Et parfois, ce qui réclamait une réponse immédiate ne mérite plus aucune action. Le délai n'affaiblit pas ta position, il la renforce. Celui qui sait attendre agit avec plus de justesse et inspire plus de respect, y compris à lui-même. Ce n'est pas une discipline confortable. Elle va à l'encontre de l'habitude moderne de réagir en temps réel.
Mais chaque fois que tu refuses de répondre sous l'emprise d'une émotion, tu construis une autorité silencieuse. Tu montres à ton propre esprit que tu n'es pas esclave de ce qui surgit en toi. Cette cohérence répétée forge une stabilité que rien ne peut enlever. Peu à peu, la vie change de rythme. Les urgences émotionnelles se raréfient. Les décisions deviennent plus sobres, plus claires, plus alignées. Tu n'es pas plus lent, tu es plus précis. Et cette précision prépare une compréhension plus profonde encore, celle qui accepte que la dignité ne se construit pas sans effort, que la solidité intérieure a un prix et que ce prix porte un nom que beaucoup évitent, l'inconfort volontaire. Accepte que l'inconfort est le prix de la dignité. Beaucoup parlent de force intérieure, mais refusent systématiquement ce qui la construit. Ils veulent se sentir confiants sans traverser l'effort, respectés sans supporter la contrainte, stables sans jamais être mis à l'épreuve. Cette contradiction est au cœur de ce que les stoïciens appelaient une vie mal comprise. La dignité ne naît pas du confort. Elle naît du consentement lucide à ce qui est exigeant, répétitif, parfois ingrat, mais nécessaire. L'époque moderne a installé une attente dangereuse, celle que la vie devrait être fluide, émotionnellement agréable, continuellement motivante. Dès que l'inconfort apparaît, on le considère comme un problème à éliminer, un signe que quelque chose ne va pas. Le stoïcien voit l'inverse. Il comprend que l'inconfort est souvent le signal que l'on agit en accord avec ce qui compte réellement. Ce n'est pas un échec du chemin, c'est une confirmation silencieuse. La discipline, la retenue, la constance demandent toutes une forme de friction intérieure. Se lever quand l'envie est absente, se taire quand l'ego réclame une réponse, continuer quand l'émotion suggère l'abandon. Rien de cela n'est agréable sur le moment. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que se forge le respect de soi. Non celui qui dépend du regard des autres, mais celui qui naît de la cohérence entre ce que l'on juge juste et ce que l'on fait réellement. Refuser l'inconfort, c'est déléguer sa dignité aux circonstances. C'est dire implicitement « Je serai ferme si la situation est favorable. Je serai discipliné si je me sens bien. Je serai stable si rien ne me dérange. » Cette posture est fragile par nature. À la première difficulté, elle s'effondre. Le stoïcien choisit autre chose. Il accepte que certaines sensations désagréables fassent partie du prix à payer pour une vie droite. Et il paie ce prix volontairement, sans se plaindre, sans se raconter d'histoire. L'inconfort volontaire n'est pas une punition. C'est un entraînement. Il apprend à l'esprit qu'il n'a pas besoin de conditions idéales pour rester fidèle à ses principes. Il enseigne que l'émotion n'est pas un critère de vérité, ni un guide fiable pour l'action. Plus tu consens à cet inconfort choisi, moins tu redoutes celui que la vie impose. Tu développes une tolérance intérieure qui te rend difficile à déstabiliser. Cette capacité transforme profondément la manière de se tenir dans le monde. Tu n'exiges plus que les choses soient faciles pour agir correctement. Tu ne confonds plus bien-être immédiat et justesse durable. Tu comprends que certaines résistances intérieures ne doivent pas être supprimées, mais traversées. Et en les traversant, tu gagnes quelque chose de rare. Une gravité calme, une présence qui ne cherche pas l'approbation, une dignité qui ne dépend ni du succès ni du confort. Celui qui accepte ce prix n'a plus besoin de prouver sa force. Elle se manifeste dans la constance, dans la sobriété, dans la capacité à tenir sans se justifier. Et cette tenue intérieure prépare un déplacement encore plus profond. Car lorsque l'on cesse de vivre pour éviter l'inconfort, une autre question émerge. Non plus celle de l'effort, mais celle du regard que l'on porte sur soi quand personne n'observe, quand aucune récompense extérieure n'est en jeu, et que seule la conscience reste comme témoin silencieux. Vis comme si ta conscience t'observait en silence. Il existe une différence profonde entre se comporter correctement et vivre avec intégrité. La première dépend du regard extérieur. La seconde ne dépend de rien d'autre que de ta propre conscience. Beaucoup agissent avec retenue tant qu'ils sont vus, évalués, jugés. Dès que le regard disparaît, la discipline se relâche, les principes deviennent négociables, les exigences intérieures se taisent. Les stoïciens considéraient cette dépendance comme une fragilité majeure, car celui qui a besoin d'être observé pour rester droit ne se possède pas encore lui-même. Vivre sous le regard silencieux de sa conscience,
ce n'est pas se surveiller avec dureté, c'est reconnaître qu'il existe en toi un témoin constant, indifférent aux excuses, insensible aux justifications, attentif seulement à la cohérence entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais réellement. Ce témoin ne crie pas, il n'accuse pas, il enregistre. Et ce qu'il enregistre finit toujours par façonner ton rapport à toi-même. Lorsque tu agis uniquement pour être reconnu, tu délègues ton sens de la valeur personnelle à l'extérieur. Tu dépends de l'approbation, de la validation, du retour immédiat. Cette dépendance crée une instabilité profonde, car ce qui vient de l'extérieur est par nature fluctuant. Aujourd'hui loué, demain ignoré. Aujourd'hui admiré, demain contesté. La conscience, elle, ne varie pas. Elle ne récompense pas par des applaudissements. Elle sanctionne par un malaise discret, persistant, lorsque tu t'éloignes de ce que tu sais être juste. Les stoïciens ne cherchaient pas à être irréprochables aux yeux du monde. Ils cherchaient à ne pas se mépriser eux-mêmes. Cette exigence change tout. Elle transforme les choix quotidiens, même les plus insignifiants, en apparence. Ce que tu fais quand personne ne regarde. Ce que tu acceptes par facilité. Ce que tu repousses par paresse. Chaque détail devient une occasion de renforcer ou d'affaiblir ton axe intérieur. Vivre avec cette conscience active ne rend pas la vie plus légère. Elle la rend plus claire. Tu cesses de te raconter des histoires confortables. Tu reconnais tes écarts sans t'y complaire. Tu corriges sans te flageller. Cette sobriété morale crée une stabilité rare. Tu n'as plus besoin de t'expliquer longuement. Tu sais intérieurement si tu es aligné ou non, et ce savoir suffit. La constance devient alors plus importante que l'intensité. Il ne s'agit pas de gestes héroïques ni de grandes déclarations. Il s'agit de répéter, jour après jour, des actes simples mais cohérents. Dire non quand il serait plus facile de céder. Continuer quand l'enthousiasme a disparu. Respecter un engagement même quand personne ne vérifie. Cette fidélité discrète forge un respect de soi qui ne dépend d'aucune circonstance. Peu à peu, quelque chose se solidifie. Tu n'agis plus pour être vu ni pour être admiré. Tu agis pour rester en paix avec ce témoin silencieux que tu ne peux ni tromper ni faire taire. Et cette paix-là est différente. Elle ne repose pas sur l'émotion, mais sur la rectitude. Elle ne s'effondre pas sous la critique, car elle n'a jamais été construite pour plaire. Lorsque cette relation avec ta conscience devient stable, une dernière illusion tombe, celle qui pousse à vouloir être exceptionnel, remarquable, au-dessus des autres. À ce stade, une autre ambition prend forme, plus sobre, plus exigeante. Non pas briller, mais tenir. Non pas impressionner, mais rester inébranlable, quelles que soient les circonstances. Ne cherche pas à être extraordinaire, cherche à être inébranlable. Beaucoup se fatiguent à vouloir devenir exceptionnels. Ils poursuivent une image idéalisée d'eux-mêmes, nourrie par des comparaisons, des récits héroïques, des transformations spectaculaires. Ils veulent marquer, impressionner, dépasser. Cette quête paraît noble, mais elle cache souvent une instabilité profonde. Celui qui a besoin d'être extraordinaire dépend encore trop des circonstances pour se sentir solide. Il a besoin que les choses aillent bien pour se sentir fort, que les résultats confirment sa valeur pour rester droit. Les stoïciens visaient autre chose, non pas l'élévation visible, mais la fermeté intérieure. Être inébranlable ne signifie pas être insensible. Cela signifie ne pas se désorganiser à chaque choc, ne pas perdre sa direction à la première contradiction, ne pas se trahir sous la pression. L'inébranlable ne cherche pas l'admiration, il cherche la continuité. Il veut rester le même quand les conditions changent, quand l'opinion fluctue, quand l'avenir devient incertain. La fascination pour l'extraordinaire crée une tension permanente. Elle pousse à des attentes irréalistes, à des efforts mal orientés, à une déception chronique. Dès que la vie redevient ordinaire, la motivation chute. Dès que les résultats tardent, le doute s'installe. Le stoïcien refuse ce piège. Il comprend que la vie n'est pas une scène et que le caractère ne se construit pas dans les moments spectaculaires, mais dans la répétition silencieuse des mêmes principes appliqués avec constance. Être inébranlable, c'est accepter une forme de sobriété. Tu ne recherches plus des sommets émotionnels. Tu construis une base stable. Tu ne demandes plus à chaque journée d'être décisive. Tu demandes à ton jugement d'être cohérent.
Cette cohérence crée une force particulière, une force qui ne dépend ni de l'humeur, ni de l'énergie du moment, ni de la reconnaissance extérieure. Dans le chaos, l'inébranlable ne panique pas. Il observe. Il distingue ce qui dépend de lui de ce qui lui échappe. Il agit là où son action a du sens et accepte le reste sans amertume. Dans le succès, il ne se disperse pas. Il ne s'enivre pas de sa propre image. Il continue à se demander si ses actes respectent ses principes. Dans l'échec, il ne se méprise pas. Il corrige, ajuste, persévère. Cette stabilité est rare, précisément parce qu'elle ne flatte pas l'ego. L'inébranlable ne fait pas de grandes promesses. Il fait des choix fiables. Il ne cherche pas à être vu comme fort. Il agit de manière à ne pas se sentir faible intérieurement. Il comprend que la vraie mesure du progrès n'est pas l'intensité d'un changement, mais la capacité à ne pas régresser quand l'effort devient banal. Cette compréhension change la relation au temps. Tu n'attends plus un moment décisif. Tu construis une solidité cumulative. En renonçant à l'extraordinaire, tu gagnes en liberté. Tu n'es plus prisonnier de la comparaison. Tu n'es plus dépendant de l'exceptionnel pour te sentir vivant. Tu avances avec une gravité calme, conscient que ce qui tient dans la durée vaut plus que ce qui brille un instant. Et cette gravité prépare naturellement la dernière étape. Non pas une conclusion triomphante, mais une intégration silencieuse. Le moment où rien à l'extérieur n'a changé, mais où ton regard, ton jugement et ta posture intérieure ne sont plus les mêmes. La résolution silencieuse. Rien d'extérieur n'a changé. Le monde reste imprévisible. Les autres continuent d'agir selon leurs propres lois. Les événements suivent leur cours, indifférents à tes attentes. Et pourtant, quelque chose est différent. Ce n'est pas une excitation nouvelle, ni une motivation passagère. C'est une posture intérieure plus droite, une manière plus sobre d'habiter ce qui arrive, une stabilité qui ne dépend plus de la promesse que demain sera plus facile. Le stoïcisme n'a jamais eu pour but de rendre la vie confortable. Il a été conçu pour rendre l'esprit fiable. Tout ce que tu as traversé ici converge vers ce point précis. Tu as cessé de négocier avec la réalité. Tu as discipliné ton langage intérieur. Tu as compris que le calme n'est pas une condition préalable, mais une conséquence. Tu as appris à traiter l'incertitude comme un entraînement, à retirer ton énergie de ce qui ne t'obéit pas, à ralentir là où l'émotion exigeait une réaction immédiate. Tu as accepté l'inconfort comme le prix de la dignité. Tu as déplacé ton centre de gravité du regard des autres vers ta propre conscience. Et tu as abandonné l'illusion d'être extraordinaire pour construire quelque chose de plus rare. La solidité. Cette solidité ne se manifeste pas par des déclarations, mais par une cohérence tranquille. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de te rassurer constamment. Tu n'attends plus que les circonstances t'autorisent à être stable. Tu avances avec ce que les stoïciens appelaient une âme préparée. Non préparée à tout prévoir, mais préparée à répondre avec justesse à ce qui se présente. Il n'y a pas ici de promesse de victoire permanente. Il y a la reconnaissance lucide que la vie continuera à mettre à l'épreuve ton jugement. La différence est que tu ne confonds plus ces épreuves avec des attaques personnelles. Tu les vois comme des occasions de maintenir ta tenue intérieure. Tu comprends que perdre son calme n'est pas une tragédie, tant que l'on ne perd pas sa direction. Que tomber n'est pas une faillite, tant que l'on se relève sans se mentir. Cette résolution est silencieuse parce qu'elle n'a rien à prouver. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle ne réclame pas de résultats immédiats. Elle s'installe dans la durée, dans la répétition des mêmes choix sobres, dans la fidélité à des principes simples, appliqués sans bruit, dans la capacité à rester présent, même quand l'émotion s'agite, même quand l'avenir est flou, même quand l'effort semble ingrat. Si quelque chose doit être emporté avec toi, ce n'est pas une règle à réciter, mais un regard ajusté. La compréhension que ta liberté commence là où ton jugement cesse de se laisser emporter. Que ta force ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis, malgré ce que tu ressens. Que ta paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de l'absence de conflits intérieurs inutiles. Tu n'as pas été transformé en quelqu'un d'autre. Tu as été ramené à une position plus juste, debout, lucide, responsable de ce qui dépend de toi, indifférent, sans dureté à ce qui n'en dépend pas. Et dans cette position, 2026 n'est ni une promesse, ni une menace. C'est simplement un terrain,
Et toi, désormais, tu sais comment y marcher sans te perdre.